Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence, pour ce talk où je vais vous parler d'architecture logicielle, notamment d'un jeu vidéo que certaines et certains d'entre vous connaissent, en tout cas pour les plus anciens et les plus anciennes. N'est-ce pas Stéphane? Voilà. Une époque où on était jeunes et dynamiques, on n'avait pas encore mal au dos. Voilà. Donc je vais vous parler d'Another World, un jeu relativement célèbre, et je vais vous parler de son architecture logicielle, qui est pour nous une très belle leçon d'architecture logicielle. Donc pendant les quelques minutes précédentes, vous avez assisté à l'introduction du jeu, qui fait partie du jeu, qui fait partie d'une introduction qui est jouée en temps réel par le moteur du jeu. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc rentrons tout de suite dans le sujet. Another World, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est un jeu vidéo culte, et je dirais même cultissime. Donc son logo, Another World, la pochette du jeu. Alors, c'est un jeu vidéo, voici quelques images donc, de la séquence d'introduction que vous avez vue tout à l'heure. Donc, c'est un jeu vidéo qui est sorti il y a bien longtemps, je vais y revenir. Et en quelques mots, donc déjà, Another World, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'aventure de type action cinématique, très axé, avec une histoire très axée cinématographique, ce qui est pour l'époque assez impressionnant. C'est un jeu vidéo qui a été imaginé, conçu et réalisé par quasiment une seule personne, Eric Chahi. Et je dis quasiment une seule personne parce que la seule chose qu'il n'a pas faite, c'est la musique. Ça a été publié par Delphine Software, donc, qui est un éditeur de jeux vidéo assez célèbre fin des années 80, début des années 90. Et ça a été publié par Delphine Software en France et en Europe, et Interplay aux États-Unis, notamment sur les portages consoles. Et ça a été commercialisé en novembre 1991, donc il y a 35 ans. Alors, novembre 1991. Pourquoi? Déjà, c'était il y a au moins 3000 ans, j'étais déjà là. Voilà. Je crois que certains et certaines d'entre vous l'étaient aussi. D'ailleurs, commence à se dire, ça commence à faire bien longtemps. Mais pourquoi parler d'un jeu vidéo d'il y a 35 ans? Eh bien, déjà, pour une première bonne raison, c'est parce que j'aime les gros pixels. Voilà. Celles et ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les gros pixels, les vieux jeux, l'émulation, tout ça, etc. Mais pas que. Et on va y revenir. Toute la partie technique, technologique, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très intéressantes à en tirer de ce jeu. Et avant de rentrer dans le détail, je voudrais vous parler du package. Vous savoir, peut-être que les plus jeunes d'entre nous vont peut-être tomber de leur chaise. Le package d'Another World, qu'est-ce que c'est? C'est un petit exécutable déjà, en tout cas pour la version PC, de environ 24 kilooctets. Je parle bien de kilooctets, pas gigaoctets, on n'est pas sur la PS5. Des assets et des ressources pour avoir des belles images, des sons, etc., qui pèsent au total 1,2 mégaoctets. Encore une fois, on n'est pas sur un jeu, même pas sur un jeu de Switch. Voilà. Et le tout, ça tient sur une seule disquette, 1 méga 44. Voilà. Il y a peut-être des gens ici qui ne savent même pas ce qu'est une disquette, c'est possible. Pour certains d'entre nous, on se rappelle, ah oui, les disquettes, ouais. On avait même la petite pince pour les transformer de simple densité en double densité. Eh oui, que de souvenirs. En termes de technique, Another World, c'est une révolution à l'époque parce qu'il apporte, à l'époque où les jeux vidéo étaient faits à base de sprites, donc des petits dessins dessinés pixel par pixel, c'est un moteur graphique polygonal 2D, ce qui est une prouesse pour l'époque au vu des performances des machines. Donc tout ça, ça a permis d'apporter de belles animations et de belles séquences cinématiques, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, lors de la séquence d'introduction, qui est jouée en temps réel par le moteur. Donc tout ça, ce n'est pas quelque chose qui a été enregistré, parce que déjà, ça ne pouvait pas tenir sur une disquette. Donc le moteur polygonal 2D permettait donc de jouer toutes les séquences cinématiques. Un moteur sonore, 4 pistes PCM. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne jouait pas du son avec une carte son, je dirais, avec de la synthèse FM. Mais là, on utilisait vraiment des samples pour pouvoir jouer la musique et pour pouvoir jouer les sons sur 4 pistes séparées. Ce qui est déjà aussi, pour l'époque, une sacrée prouesse. Et surtout, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une machine virtuelle. Le cœur du moteur, c'est une énorme machine virtuelle, et enfin je dis énorme, 24 kilooctets, une belle machine virtuelle avec un bytecode spécifique pour gouverner tout le jeu. Alors, tout le jeu est drivé par les assets et par cette machine virtuelle. Rien dans les séquences du jeu n'est codé dans le moteur, absolument rien. Tout est drivé par les datas. Avant de rentrer dans les détails techniques, je vais vous parler d'Eric Chahi, qui est vraiment pour moi le magicien. Alors Eric Chahi, je vais vous faire une petite bio express très rapide.
Donc, c'est un développeur, graphiste et game designer qui est né en 1967 à Hyères, dans le 91, dans l'Essonne. Aujourd'hui, d'après mes informations, il habite plutôt dans le sud de la France, à Montpellier. C'est vraiment un des pionniers du jeu vidéo en France. Il a commencé sa carrière très très jeune, avant même d'être majeur, au début des années 80. Et vraiment, c'est devenu un nom vraiment dans le domaine du jeu vidéo dans les années 80-90. C'est vraiment l'un des grands pionniers. Donc, il a commencé sa carrière chez ASN Diffusion, sur laquelle il travaillait sur des jeux Auric Atmos. Alors, ceux qui ont eu de l'Auric se rappellent de Frog et de Carnaval, pour autant. Ensuite, il a travaillé sur Amstrad CPC, yes, super machine, sur le jeu Infernal Runner. Ceux qui ont joué à ce jeu aussi se souviennent que c'est un sacré jeu qui rendait fou. Et le Pacte. Ensuite, il a travaillé chez Chip sur de l'Amiga et l'Atari ST, qui lui a permis aussi de mettre un pied dans le monde 16-32 bits, et notamment l'Amiga, qui est devenue une de ses machines de prédilection. Il a travaillé donc sur des productions type Jeanne d'Arc et Voyage au centre de la Terre, qui ont été des très gros succès à l'époque, notamment sur la scène Amiga et Atari ST. Et il a rejoint Delphine Software fin des années 80, 1989, sur lequel il a travaillé sur d'abord les voyageurs du temps comme artiste essentiellement, puisque c'est quelqu'un qui, en plus d'être développeur, est un artiste assez accompli. Et il a travaillé comme graphiste avec Paul Cuisset, qui est ni plus ni moins que l'un des deux cofondateurs de Delphine Software, et qui lui aussi fait partie des légendes du jeu vidéo en France. Et en 1989, fin 89, il démarre son travail seul sur Another World. Il a alors 22 ans. Et voici pour sa bio express. En termes de création de jeux, je vais vous parler un petit peu des outils auxquels il a eu accès. Alors déjà, on va parler du matériel. Le matériel, il a à peu près le top de l'époque. C'est-à-dire, voici une photo d'époque. Donc, il va utiliser un Amiga 500, machine relativement mythique, très orientée multimédia, très utilisée dans le domaine vidéoludique, mais pas que, aussi dans le domaine professionnel. Je vais vous en reparler dans un instant. Donc, machine avec les capacités extraordinaires, donc un microprocesseur 68000 à 7 MHz, 1 mégaoctet de mémoire et un disque dur de 20 mégaoctets. Voilà à quoi ça ressemble un Amiga 500, pour ceux qui ne connaissent pas. Il va aussi adjoindre cet Amiga d'un Genlock. Donc un Genlock, qu'est-ce que c'est ? Un Genlock, c'est un petit boîtier que vous allez brancher à votre Amiga, sur lequel vous allez brancher une source vidéo, tel un caméscope, un magnétoscope, et ça va vous permettre de faire de l'incrustation de l'Amiga sur ces vidéos. Très, très, très utilisé à l'époque, notamment à la télévision, pour faire les titrages des émissions de télé, des séries, des films, du journal télé, etc. Donc un Genlock, ça ressemble à ça, c'est un petit boîtier. Je ne saurais pas dire si c'est celui-là qu'il utilisait, mais en tout cas, il y en a eu de très nombreux sur la scène Amiga. C'était très, très courant, facile à se fournir. Donc vous avez ce boîtier, vous branchiez votre Amiga dessus, votre source, votre téléviseur, et vous pouviez mixer, et avec un peu comme un écran vert ou un écran bleu, vous pouviez choisir une couleur d'incrustation, et l'image de l'Amiga venait s'incruster par-dessus. Et un magnétophone. C'est super puissant pour pouvoir enregistrer les bruitages du jeu. Magnétophone à cassette, souvenez-vous. Voilà. Donc ça, c'est le matériel avec lequel il a travaillé à l'époque. Le logiciel, il n'avait pas grand-chose à disposition. Les logiciels qui existaient à l'époque, c'était par exemple Deluxe Paint pour faire de la 2D, ce genre de choses, etc. Par contre, pour produire son jeu, pour faire notamment de l'animation en 2 dimensions, etc., rien n'existait. Donc il a créé ces logiciels. Donc il a créé un logiciel pour l'occasion. Je vais passer ici, vous voyez une petite animation. Donc là, on retrouve le workbench de l'Amiga. Donc il lance son logiciel. Et c'est un logiciel qui a été développé en GFA Basic, donc qui était une sorte de basique amélioré, on va dire à l'époque, qui permettait d'avoir les capacités du langage de programmation et très très étendu pour pouvoir faire de l'animation, du son, ce genre de choses, etc. Donc il a développé tous ces outils d'édition pour créer les assets, c'est-à-dire les objets 2D, les polygones, les sons, le code qu'on va retrouver dans le bytecode pour pouvoir diriger sa machine virtuelle, etc., etc. Donc il a développé tout un set d'outils. Aujourd'hui, on pourrait comparer à ce que vous pouvez trouver dans Unity ou Unreal, par exemple. Donc il a créé réellement un environnement intégré d'édition. Donc il avait sa machine virtuelle d'un côté et ses outils qui lui permettaient de développer et de tester directement le jeu, et en tout cas ses productions. Voilà. Donc là, on voit, il assemble un certain nombre d'objets ou désassemble un certain nombre d'objets d'un pistolet, etc., etc. Et comme je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il utilisait un Genlock ? Parce qu'il a fait de la rotoscopie. Alors la rotoscopie, c'est prendre une image vidéo, essayer de la détourer un peu comme un calque pour détourer des objets et en faire des animations.
Donc prenons ce genre d'exemple. Donc en haut à droite, vous avez tout ce qui a été capté par lui-même avec un caméscope, et ensuite qu'il a intégré et rotoscopé avec l'Amiga. Là, vous voyez, on a l'illustration de l'Amiga qui est par-dessus la vidéo, et donc qui va détourer chaque objet. Alors, de son propre aveu, il semblerait que la rotoscopie était une aide, mais pas aussi poussée qu'il le désirait à l'époque. Mais ça lui a aidé de créer un certain nombre d'animations, notamment les animations des personnages quand ils marchent, quand ils courent, etc. etc. Et puis, des peintures et des dessins, puisque comme je disais, c'est un artiste accompli, un très bon graphiste, et donc il a fait réaliser toutes les esquisses, toutes les peintures qui vont permettre donc de faire les illustrations de la boîte de jeu, du jeu lui-même. Et prenons par exemple cette esquisse qui a permis donc de pouvoir générer par exemple le premier niveau du jeu. Voilà. Maintenant, on va rentrer vraiment dans la technique, puisque c'est l'objectif un petit peu de ce talk. Entrons dans le vif du sujet. Donc, le moteur du jeu en lui-même, c'est une architecture qui est globalement simple, mais vraiment relativement efficace. Et l'efficacité naît de la simplicité, on le sait bien. Donc vous avez la représentation très simplifiée de l'architecture du jeu. Donc vous avez le moteur, et ce moteur va s'appuyer sur les couches hardware. C'est-à-dire qu'à l'époque, rappelons-nous, les systèmes d'exploitation n'avaient pas toutes ces couches d'abstraction qui permettaient d'accéder à la carte vidéo, la carte son, etc. Le plus souvent, les jeux à l'époque allaient attaquer directement le hardware pour produire du son, pour produire de la vidéo, et j'en passe les meilleurs. Donc vraiment, le hardware, il y a toute une partie qui est attaquée directement, et une légère couche d'abstraction qui est faite par le moteur du jeu. Le moteur du jeu, en lui-même, il va se découper en plusieurs blocs techniques et fonctionnels. Donc on va retrouver la machine virtuelle, qui est vraiment le chef d'orchestre de ce moteur. Une autre partie très très importante, ce sont les ressources. Je vous en ai parlé, tout est piloté par les ressources dans le jeu. Donc ce moteur va se contenter donc de lire ces ressources, ensuite de les exécuter, notamment au travers du bytecode, qui va justement permettre de pouvoir afficher les scènes, de pouvoir gérer les ennemis, etc., etc. Vous avez un sous-système vidéo, un sous-système audio qui permet de gérer et la musique et le son, et un sous-système de gestion d'entrée qui est très simple, qui permet de lire sur votre machine les entrées au clavier, en gros les flèches de direction, la barre espace, ce genre de choses, et éventuellement un joystick si vous aviez un joystick, et c'est la même chose pour les consoles. Les consoles n'ayant pas de clavier, ça gérait juste le gamepad. Donc voici, là, vous avez globalement l'architecture à peu près simplifiée de ce moteur. Alors, avant de rentrer vraiment dans la VM, je vais vous parler des ressources, parce que comme je disais, la pierre angulaire de ce moteur. Donc les ressources, c'est cette partie-là. Cette partie-là qui est commune quasiment à tous les sous-systèmes du jeu. Alors, les ressources, vous allez retrouver à l'intérieur de ce moteur 7 types de ressources différentes. Vous allez avoir les sons, vous allez avoir les musiques. Alors, dans ce jeu, il n'y a que 3 musiques, globalement. Les images, vous avez les palettes. Rappelons qu'à l'époque, on n'avait pas des cartes graphiques qui permettaient d'afficher 16 millions de couleurs simultanément. On ne travaillait pas en RGB, on travaillait avec des palettes de couleurs, le plus souvent limitées, 16 couleurs, 32 couleurs, etc. Les scripts, donc le bytecode qui va être exécuté par la machine virtuelle, les polygones des niveaux et ce qu'on appelle les polygones communs, donc certains polygones qui étaient réutilisés pour certains objets ou certains types de niveaux. Voilà, il y a une forme d'optimisation pour réutiliser des choses, pour éviter de dupliquer les assets. Les ressources, pour pouvoir y accéder, en fait, il y a un système qu'on pourrait qualifier d'une sorte de base de données. Vous avez un fichier qui s'appelle memlist.bin. Ce fichier, c'est globalement une sorte de base de données qui contient un enregistrement par ressource et donc qui va permettre d'aller chercher les ressources dans différents fichiers. Vous avez 13 fichiers qui contiennent l'ensemble des ressources. Alors, vous pourriez me dire, on m'a posé la question, pourquoi est-ce qu'il y avait 13 fichiers et pas qu'un seul ? Probablement pour des limitations techniques, puisque c'est un jeu qui était multiplateforme et il n'était pas forcément commode d'avoir tout dans un seul fichier. Donc il a pris le parti d'éclater les ressources dans 13 fichiers différents, 13 banques de données différentes, avec un fichier d'index qui permet de savoir précisément où sont les ressources. Donc là, vous voyez, c'est très très simple. Vous prenez la ressource 0, c'est un type son, et on va le trouver dans la banque numéro 1. On va prendre l'entrée musique ici, 0x8a. Hop, elle est dans une banque qui est en plein milieu, etc., etc. Donc un index, 13 banques, et en tout 146 ressources disponibles. En termes de code, alors j'ai réimplémenté le moteur du jeu pour pouvoir faire tourner le jeu tel qu'il fonctionnait à l'époque. Ça, c'est un extrait du code que j'ai écrit en C++ qui permet donc de représenter les ressources, donc de lire finalement les enregistrements de memlist.bin.
Donc on va y retrouver un état de ressource. Ce flag permet de savoir si la ressource elle est chargée en mémoire ou si on demande à la charger ou si elle est déchargée. Vous avez le type de ressource qui va consister à définir est-ce que c'est le type 0, type 1, type 2, type 3, etc. Donc un son, une image, du bytecode, etc. Vous avez dans quelle banque c'est disponible et à quel offset dans la banque c'est disponible. Donc là, vous voyez que ça nous permet de savoir précisément où est stockée la ressource, dans quel fichier et à quel endroit. Et ensuite, vous avez des informations importantes qui sont packet size et unpacket size, donc ce qui sous-entend que les ressources peuvent être comprimées. Et évidemment, les ressources sont comprimées parce que faire tout tenir sur un méga 2, c'était déjà un challenge en soi. Donc il a fallu utiliser un algo de compression pour essayer de comprimer au maximum tout ce qui pouvait l'être. Et donc pour ça, eh ben, les données sont compressées avec un algorithme qui s'appelle ByteKiller. Super nom, on dirait un film de science-fiction. ByteKiller, je vais vous en parler tout de suite, je vais ouvrir une petite parenthèse. Alors, ByteKiller, c'est un algorithme qui était très répandu sur la scène Amiga. À l'époque, cet algorithme servait à comprimer des exécutables, des jeux, des démos, etc., etc. Donc, il était très, très, très utilisé. Et de nombreux studios de jeux vidéo, dont Delphine Software, l'ont utilisé pour comprimer les assets de leurs jeux qu'ils produisaient. C'est un algorithme qui est relativement efficace, très économe en mémoire, hyper facile à implémenter. Et il utilise un codage anthropique fixe et non adaptatif. Alors, sous ce terme barbare, sachez juste qu'il va essayer donc d'utiliser le moins de bits possible pour stocker on va dire des chaînes d'octets. Et c'est non adaptatif parce qu'en fait, c'est un codage fixe. On sait que si c'est codé sur 2 bits, ça équivaut à tant d'octets ou ça équivaut à telle séquence qu'on doit aller chercher. Voilà. Je simplifie très rapidement. Ça utilise une fenêtre glissante. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va décomprimer les données, on va être capable d'aller rechercher un pattern dans le passé qu'on a déjà décomprimé, mais dans une fenêtre très limitée. Et ça, c'est très important, il fonctionne à rebours. Et ça, c'est tout ce qui fait sa force. C'est quelque chose qui est hyper malin. Son fonctionnement, globalement, prenez un buffer, mettez-y dedans les données comprimées, et ensuite, vous lancez votre algorithme de décompression ByteKiller. Il va commencer par décomprimer par la fin. Donc l'avantage de ça, c'est que vous voyez, vous n'avez pas besoin d'un buffer pour les données comprimées et les données décomprimées. Vous avez besoin que d'un seul buffer. Et si c'est bien fait, eh ben, les données vont se décompresser sans jamais recouper les données comprimées. Et au bout du bout, tout est décompressé en mémoire. Et dans ce buffer, vous retrouvez votre data totalement décomprimée et que vous pouvez utiliser. Donc l'algorithme, comme je vous le disais, il est très simple à implémenter. Voilà encore un peu de code C++. Ça, c'est l'algorithme de décompression. Il tient sur une page de code. Vous voyez, en plus, c'est écrit un peu gros, c'est écrit large. Donc là, vous voyez, en commentaire, vous avez toutes les séquences de bits qui permettent de dire qu'est-ce que je vais effectuer comme action. Est-ce que je vais aller chercher un nouvel octet? Est-ce que je vais aller chercher une séquence que je vais aller recopier en mémoire, etc. Et donc, ça s'appuie sur quelques fonctions, des fonctions annexes, qui permettent d'aller lire les X prochains bits dont j'ai besoin, parce que les données peuvent être stockées sur 3 bits, 4 bits, 7 bits, ce genre de choses, et puis d'aller décomprimer les octets en tant que tels. Voilà. Je vais fermer la parenthèse. Je trouvais juste intéressant de pouvoir vous parler de cet algo, puisqu'il est plutôt assez malin. Et en termes de statistiques, parce que tout le monde aime les stats, en termes de statistiques, eh ben, ça c'est extrait, donc c'est mon moteur de réimplémentation d'Another World qui a extrait toutes ces statistiques. Donc on se rend compte qu'on a 103 sons qui représentent 40% du total des assets décomprimés. Et comprimés, on arrive à avoir un gain de 16% de taux de compression, ce qui n'est pas inintéressant pour du son, pour des samples. Pour les musiques, par exemple, on se rend compte qu'on a un gain de compression de 89%. Ça, c'est super. Les palettes, 40%, etc., etc. Donc, en tout, on a 1,1 méga de data comprimée, 1,7 méga décomprimé. On a un gain total de 33% de taux de compression, ce qui est plutôt pas inintéressant. Maintenant, je vais vous parler de la machine virtuelle. Alors, la machine virtuelle, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est là-dessus que Eric Chahi, à l'époque, a tout misé pour pouvoir, d'une part, avoir un moteur de jeu qui soit efficace et qui lui permette de se concentrer essentiellement sur ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire créer les assets, créer un jeu, et non pas se concentrer sur la technique. Donc, l'AVM, en bref, c'est une architecture de type Harvard. Donc, type d'architecture de microprocesseur, l'architecture Harvard, ça veut dire que la mémoire de programme et la mémoire de données sont séparées.
Nos architectures modernes ne font pas ça parce que votre machine, votre microprocesseur est capable d'aller lire et écrire dans la mémoire de données qui peut être aussi la mémoire de programme. Voilà. L'architecture de type Harvard, c'est deux types de mémoire qui sont complètement séparés. Vous avez un stockage des données qui est en big endian. Ça veut dire que les octets de poids forts sont d'abord stockés en premier. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'à l'époque, ils travaillaient sur Amiga, machine à base de 68 000, qui était elle-même de type big endian. Donc, il est resté un petit peu dans l'ornière. Et puis ça a l'avantage aussi, quand on fait du débugage, c'est que les octets se lisent dans l'ordre pour un humain. C'est beaucoup plus facile. Le Little Endian, il faut inverser l'ordre des octets. C'est une machine virtuelle qui est capable de piloter 64 threads avec 256 registres et une pile. Alors 64 threads, c'est du multithreading coopératif. Pas déconner non plus, on est quand même assez tôt dans l'histoire de l'informatique. Mais vous avez une machine virtuelle qui est capable donc d'avoir 64 fils d'exécution en parallèle. Donc ce qui va permettre de pouvoir gérer le personnage principal, de gérer les ennemis, de gérer différentes choses, on va dire, à l'aide d'une programmation finement ajustée. Il y a 5 groupes d'instructions, 29 instructions de base et 219 opcodes. Donc c'est un véritable microprocesseur, une véritable machine virtuelle qui a de la mémoire, qui a des threads qui peuvent être exécutés en parallèle et des opcodes qui permettent finalement de faire tout ce dont on a besoin. Alors, la représentation de la machine virtuelle, la voici. Donc vous retrouvez vos 64 threads, vos 256 registres, une pile d'appels. Alors les 256 registres, je vais juste faire un petit focus dessus. Vous avez 256 registres 16 bits, donc 512 octets de mémoire. Je parle bien en octets. Hein. Et tout ça, c'est tout ce dont a besoin le jeu pour faire fonctionner l'intégralité des niveaux. Il n'y a pas un octet de plus qui est utilisé. Donc évidemment, ces registres, au fur et à mesure des niveaux, au fur et à mesure que le jeu avance, sont réutilisés, utilisés et réutilisés pour différentes tâches. Mais en tout cas, ces 256 registres suffisent à faire tourner l'intégralité du jeu. Et donc la pile d'appel, puisqu'on peut appeler dans cette espèce de langage machine des sous-programmes, des sous-fonctions, donc cette pile d'appel permet donc d'appeler des fonctions, de pouvoir en revenir. Donc vous voyez que le bytecode sert à alimenter les threads vont aller discuter avec les registres, la pile d'appel va servir à pouvoir appeler des fonctions et pouvoir en revenir, et après ça vit toute seule. Pour le fonctionnement des threads, c'est vraiment le cerveau de la VM. Hein. Les threads, c'est très simple. Une fois que le moteur du jeu il a chargé le bytecode et qu'il a alimenté le premier thread, en fait, le moteur du jeu va donner la main au premier thread. Le premier thread, la plupart du temps, ce qu'il va faire, lorsqu'il va s'exécuter, il va par exemple initialiser d'autres threads. Il va dire, par exemple, là on voit sur la partie gauche, là, init 2, il va initialiser le thread numéro 2 en disant que ton code que tu vas exécuter, il est situé à tel endroit de la mémoire de programme. Il va faire pareil pour le thread numéro 9, etc., etc. Donc il va procéder à un certain nombre d'initialisations. Et ensuite, le thread va vivre sa vie, il va exécuter toutes les instructions jusqu'à ce qu'il rencontre une instruction particulière qui s'appelle yield. Yield, ça veut dire j'ai terminé le travail que je suis en train de faire, je donne la main au thread actif suivant. Donc là, sur le thread 0, il a initialisé le thread 2, il a initialisé le thread 9, etc., etc. Il exécute tout son code et une fois qu'il appelle yield, hop, il donne la main au thread 2, puisque c'est le prochain thread actif suivant, qui lui-même va exécuter son code, etc. Et chacun des threads va avoir une fonction particulière. Voyez-le à l'ère de l'IA, comme si c'était un agent, donc qui va gérer par exemple un ennemi, qui va gérer le personnage principal, qui va gérer une animation, un rocher qui tombe, que sais-je encore. Voilà. Et donc, une fois qu'il a exécuté tous ces threads jusqu'au thread 63, le thread 63, c'est le dernier thread. Une fois qu'il a appelé yield, eh bien, il va redonner la main au moteur du jeu, et le jeu, il aura généré une image quelque part, et il va l'afficher à l'écran. Il va lire les entrées du clavier ou du joypad ou du joystick, et ensuite, il va recommencer son cycle, etc., etc. Les registres, en tant que comme je le disais, les registres sont tous des registres 16 bits à usage, on va dire, généraux. En revanche, certains registres ont une signification particulière. Par exemple, on prend le registre qui est ici au milieu, hein, le registre ici 45, ça permet de savoir si on était sur la version européenne ou américaine d'Another World. Donc Another World en Europe, Out of This World aux États-Unis. Ils ne font jamais rien comme les autres. Sur le registre ici C3, vous avez le random seed, c'est-à-dire la graine du générateur de nombres aléatoires, donc initialisé au lancement de la machine virtuelle. Et puis vous avez 4 registres particuliers, prot 1, prot 2, prot 3 et prot 4, qui permettent de gérer la protection du jeu.
Le jeu, à l'époque, quand il était commercialisé avec un système de protection, avec une petite roue. Il fallait aligner des codes entre eux et ça nous donnait le code qui nous permettait de jouer au jeu. Voilà. Et donc cette protection, elle est testée très régulièrement par le jeu pour voir si on n'essaye pas de jouer un jeu de façon pirate. Et puis il y a d'autres variables qui permettent de dire on est sur DOS. Ici, on a une synchronisation avec la musique. Là-bas, on a une variable qui nous permet de dire le personnage essaye d'aller en haut ou en bas, etc., etc. Tout ça, c'est alimenté, là, notamment toute la partie qui est en bas à droite, alimentée par le gestionnaire d'événements, donc qui va lire les événements du joystick ou du clavier, et alimenter ces variables-là, qui sont exploitables après par la machine virtuelle. Le bytecode, en bref, donc chaque instruction peut avoir un ou plusieurs opcodes. Chaque opcode est codé sur un octet, c'est une simplification, et puis on va dire que c'est très pratique. Chaque instruction et chaque opcode peut avoir un ou plusieurs paramètres. Et ce qui est important, c'est que le jeu d'instruction n'est pas orthogonal. Alors, l'orthogonalité d'un jeu d'instruction dans une architecture de microprocesseur, c'est de dire, quel que soit l'endroit dans la grille d'opcode, ça permet de savoir dans quel type d'adressage on est. Est-ce qu'on est sur un adressage direct, un adressage indirect? Est-ce qu'on va adresser des registres? Est-ce qu'on va adresser de la mémoire, etc. Là, le jeu d'instruction n'est pas du tout orthogonal. D'ailleurs, comme beaucoup de processeurs CISC à l'époque, qui n'étaient pas complètement orthogonaux. Il y a cinq groupes d'instructions. L'instruction de load and store, qui permet de manipuler les variables. Les instructions de gestion arithmétique et logique, comme un microprocesseur standard. Les instructions de saut et d'appel. La gestion des threads, je vous en ai vaguement parlé à l'instant, et la gestion des ressources. Là, je vous représente la grille des opcodes. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui va vous titiller. Alors, quand on regarde, en fait, la plupart des instructions sont concentrées en haut. Et ces instructions, vous allez voir, on va retrouver set i pour dire j'initialise une variable avec une valeur immédiate. Ensuite, set r, j'initialise une variable avec la valeur contenue dans un autre registre. Ensuite, j'ai add r, j'additionne un registre avec un autre registre. Ensuite, add i, j'additionne un registre avec une valeur immédiate. C'est bizarre, ce n'est pas dans le même ordre qu'au début. Et en fait, Eric Chahi a pris le parti de ranger les instructions dans cet ordre-là pour la simple et bonne raison, c'est que statistiquement, les instructions qui sont au début sont celles qui sont rencontrées le plus souvent. Parce qu'il a implémenté, et je m'en suis rendu compte en désassemblant la version initiale originale d'Another World, c'est que le moteur qui décodait les instructions était une suite de if-else plutôt que d'utiliser un switch case avec une table de saut. Donc, comme c'est une suite de if-else, les instructions qui sont le plus loin dans le if-else mettent plus de temps à être exécutées. Donc, et statistiquement, il a mis celle-ci comme étant celle qui était le moins souvent rencontrée. Ensuite, on voit qu'il y a un certain nombre d'instructions qui sont totalement inutilisées. Voilà. Et à partir de 0x40 jusqu'à 0x7f, on a une instruction poly1, donc qui permet de dessiner des polygones. C'est bizarre, il y a une instruction qui permet de dessiner des polygones et elle est sur tout cet espace. C'est du gâchis d'espace. Pas du tout. Je vais y revenir après. Vous allez voir, il y a un petit trick assez malin qui permet d'utiliser certains bits du numéro d'opcode pour donner un certain nombre de paramètres. Et pareil pour poly2. Donc poly2 qui s'étend de 0x80 à 0xff, donc qui permet de dessiner des polygones avec plus de moyens de contrôle. Et pareil, certains bits sont utilisés dans l'encodage de l'opcode pour donner des instructions particulières. Je vais vous parler très rapidement des instructions. Donc, je vous disais, il y a de quoi charger un registre avec un autre registre, de quoi charger un registre avec une valeur immédiate. Vous avez donc sur la partie arithmétique et logique de quoi additionner un registre avec une valeur immédiate, de pouvoir soustraire, de pouvoir faire un et logique, de pouvoir faire un ou logique, de pouvoir faire un décalage vers la gauche et un décalage vers la droite. C'est tout ce qu'il y a. Pas de multiplication, pas de division et rien d'autre comme type d'opération. Mais rien qu'avec ça, vous avez déjà une machine de Turing complète, vous pouvez exécuter tout ce que vous voulez. La gestion des jumps, en fait, vous pouvez sauter à une adresse directement en disant dans votre bytecode, à telle adresse, je saute à telle autre adresse. Ou je saute à telle adresse sous une condition particulière. Et avec des paramètres qui vont me dire, en fonction de telle valeur de registre qui est égale ou différente de telle valeur d'autre registre, je saute à telle adresse, etc., etc. Donc vous avez tous les types de conditions possibles et imaginables qui sont implémentées dans l'opcode. Vous avez une instruction qui s'appelle DBRA. Alors ceux qui ont fait de l'assembleur 68000 connaissent cette instruction qui permet de dire Decrement on Branch.
ça permet donc de décrémenter un registre, et quand sa valeur atteint 0, on saute à une adresse particulière. Très pratique. Vous avez l'appel, donc appeler un sous-programme, appeler une fonction, et ret pour en revenir. Et je vais vous parler donc de l'encodage de l'instruction jump. Donc l'instruction jump, comme je vous le disais, il y a plusieurs variants. Vous avez l'opcode 0x0a, et l'opcode 0x0a, il est suivi d'un octet qui permet de lui donner sa variante. Et sa variante, en fonction des bits, notamment 6 et 7, là ici AB, et des 3 derniers bits, ça va nous permettre de dire qu'est-ce qu'on compare et quel est le type de comparaison. Donc on va dire par exemple en fonction des 2 bits ici, donc ça nous donne 4 possibilités, on va comparer un registre avec une valeur immédiate 8 bits, ou un registre avec une valeur immédiate 16 bits, ou un registre avec un autre registre, etc. Et sur les conditions ici, on a 3 bits qui sont utilisés, qui nous permettent d'avoir les conditions. Est-ce que je fais une comparaison d'égalité, d'inégalité, supérieur, supérieur égal, inférieur, inférieur égal. Et il y a deux valeurs qui sont invalides. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir finalement un système de comparaison complet, et donc comme dans un assembleur, de pouvoir faire toutes les comparaisons qui vont bien et de pouvoir sauter à une adresse particulière de votre programme sous une condition particulière. La gestion des threads, vous avez de quoi démarrer un thread, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez de quoi réinitialiser un thread, changer son état, yield pour passer la main, et puis alt pour l'arrêter. Parce que certains threads, ils vont gérer par exemple un ennemi ou une animation particulière, puis ça va être dans une durée de temps particulière ou sous une condition particulière, et puis une fois qu'il a fini de vivre sa vie, il s'appelle alt, et le thread, entre guillemets, se suicide. Et en termes de ressources, vous avez de quoi charger de ressources, de changer de palette, de changer de page dans laquelle vous dessinez, de remplir une page graphique, de copier des pages graphiques, etc. Vous avez un certain nombre donc, de fonctionnalités que je vais vous évoquer juste après sur la partie graphique, et donc de quoi jouer de la musique, des sons et dessiner des polygones. Sur les instructions de dessin de polygones, comme je vous le disais, elles ont un encodage qui est très particulier. Comme je le disais, vous vous souvenez, les instructions de dessin de polygones représentaient vraiment une grosse partie de l'espace des opcodes. Donc en fait, on va prendre l'opcode, et pour les premiers opcodes, le premier bit va être à 0, le deuxième bit à 1, et ensuite les bits suivants vont nous donner finalement les opérations qu'on va effectuer dessus, et notamment par exemple des opérations de zoom ou des opérations de positionnement dans l'espace cartésien de l'écran. Donc par exemple, les 2 derniers bits vont nous donner le type de zoom qu'on va faire, et donc on va avoir derrière potentiellement en optionnel un facteur de zoom, donc ça va permettre d'afficher des polygones qui vont zoomer ou dézoomer en fonction d'eux. Ensuite, vous avez les bits qui permettent de contrôler l'axe des X et l'axe des Y, donc qui vont nous dire est-ce que la source, c'est-à-dire la valeur d'abscisse ou d'ordonnée, est-ce qu'on va la chercher dans une valeur immédiate, est-ce qu'on va la chercher dans un registre, etc., etc. Et donc là, ça va nous donner, en fonction de ce qu'on va lire dans ces bits-là, le type d'opération qu'on va faire pour avoir l'abscisse et l'ordonnée. Mais typiquement ce que j'ai implémenté dans la machine virtuelle que j'ai réimplémentée. Donc ça vous donne finalement des moyens de contrôle qui sont assez poussés pour pouvoir dessiner des polygones avec beaucoup de contrôle en termes de positionnement et en termes de facteur de zoom. Et pour l'instruction poly 2 qui est beaucoup plus simple, donc celle-ci, le bit de poil plus fort va être à 1, et ici, donc on va avoir un offset qui va permettre de savoir où dans la mémoire on va chercher le polygone affiché. Et ensuite, derrière, on va voir l'abscisse et l'ordonnée de façon très simple. Donc on a 2 types d'instructions pour dessiner des polygones. Une très simple pour dessiner des polygones très vite qui n'ont pas besoin de contrôle particulier, et une beaucoup plus complexe qui va nous donner donc des moyens d'agir sur là où ça va être dessiné et à quelle taille on va les afficher. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du sous-système vidéo du jeu. Alors, le sous-système vidéo, c'est le deuxième sous-système le plus important parce qu'on joue à un jeu vidéo, on a envie de voir ce qui se passe à l'écran. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le système vidéo gère 4 pages graphiques dans lesquelles le moteur va aller dessiner. Donc, le plus souvent, vous allez avoir une page d'arrière-plan ou 2 pages d'arrière-plan et une page active et une page inactive. Donc, on va utiliser un système de double buffering. Dessiner dans une page cachée. Une fois que la page est finie de dessiner, on va l'afficher et on va permuter. Et on a 2 autres pages qui nous permettent, et je vais juste en parler après, qui nous permettent donc d'avoir des pages qui sont précalculées à l'avance. Typiquement, voici ce qui se passe dans le moteur du jeu pour la séquence d'introduction. Alors, je vous parle de dessiner dedans, et depuis tout à l'heure, je vous parle de polygones. En fait, les polygones
sont représentés sous forme d'objets. Déjà, c'est déjà assez avancé à l'époque, c'est-à-dire on ne va pas dessiner des polygones les uns à la suite des autres, etc. En fait, c'est un système de polygones hiérarchisés. Donc vous avez une définition de ce qu'on appelle un objet. Un objet est constitué de un ou plusieurs polygones, et cet objet peut être constitué de sous-objets. Donc l'avantage de ça, c'est que si vous dessinez un objet à une coordonnée particulière, bah, tous les sous-objets qui vont dépendre de cet objet-là vont être dessinés aussi en relatif par rapport à ces coordonnées. Donc il va pouvoir créer des sous-objets très simples, par exemple le personnage, et un personnage qui tient le pistolet. Le personnage est un objet, le pistolet est un autre objet, mais ils vont pouvoir être chaînés dans une même hiérarchie d'objets. Donc en fonction d'où il va placer le personnage, tous les autres polygones vont s'afficher de façon relative par rapport à cette hiérarchie. Et l'avantage, c'est que comme c'est une hiérarchie, vous pouvez dire j'affiche l'objet qui est à la racine de tous les objets, donc vous allez afficher tous les autres, ou j'affiche qu'une partie de la hiérarchie. Très utile, ça évite de dupliquer de la donnée, encore une fois, et d'avoir un système d'affichage qui est très très efficace. Et pour le dessin des polygones, il a adopté une technique assez particulière pour représenter les polygones en mémoire et la façon de les dessiner. Déjà, tous les polygones, une fois qu'ils ont été conçus dans ces outils, ils sont inclus dans une bounding box. Cette bounding box, donc c'est un rectangle qui permet de savoir, qui est utilisé notamment pour savoir si le polygone il est hors de l'écran ou dans l'écran, ou pour pouvoir faire éventuellement des tests de collision, par exemple. Et ensuite, pour pouvoir dessiner le polygone, normalement, on fait de la rasterisation en partant du point A qui va aller rasteriser vers le point F ou du point A vers le point B, et on va descendre comme ça. Il a adopté un système qui est beaucoup plus simple, qui consomme un peu plus de mémoire, mais beaucoup plus efficace pour dessiner. C'est-à-dire que tous les polygones sont constitués d'un nombre pair de points. Et tous les points, en fait, sont tous sur le même abscisse, systématiquement. Donc on va avoir le point A qui va être constitué du point A et A', qui sont le même point. Le point F qui va avoir son équivalent F' sur le segment d'en face. Le point B sur le segment d'en face qui va avoir B', etc., etc. Donc l'avantage, c'est que ça va permettre de simplifier l'algorithme de rasterisation du polygone et donc d'avoir quelque chose d'extrêmement efficace, peut-être moins générique, mais plus efficace en termes de dessin. Et donc, il va donc dessiner de A vers F et de A' vers F', et donc suivre chacun des points et rasteriser jusqu'en bas du polygone. Donc ça, l'avantage, c'est un algorithme qui, par rapport à un algorithme standard de remplissage de polygones, est beaucoup plus compact à implémenter en termes de code, mais en consommant un tout petit peu plus de mémoire. Le rendu, je vais vous parler du pipeline de rendu. Donc toutes les scènes sont rendues de l'arrière vers l'avant. Donc c'est l'algorithme du peintre, en gros. Toutes les scènes qui sont rendues sont mises dans un cache. Je vous parlais de pages tout à l'heure, de pages de graphiques. Donc en fait, tous ces caches vont être utilisés justement pour accélérer le rendu. Donc le cache est utilisé pour afficher les scènes, globalement. Et ensuite, une fois qu'on a généré les scènes, on va afficher les objets mobiles sur ces scènes-là. En gros, comme je vous le disais, algorithme du peintre. Là, on prend la première scène de l'introduction. Là, vous voyez, j'ai ralenti exprès. Donc en fait, on va dessiner tous les polygones de la scène. Une fois que la scène est totalement dessinée dans une page, on va utiliser cette page pour ensuite faire une copie directement dans la page dans laquelle on va vouloir rendre, et on va dessiner les polygones actifs mobiles par-dessus. Cette scène-là, elle est constituée d'environ 700 polygones. À l'époque, la puissance des machines était telle qu'on ne pouvait pas dessiner systématiquement 700 polygones plus tous les objets. Donc, il faisait un pré-rendu dans un cache, et ce cache était utilisé ensuite comme fond d'écran, et par-dessus ce fond d'écran, il dessinait les objets mobiles. Voilà, donc ça se passe comme ça. Donc, il prédessine la scène dans une page, et ensuite la scène est copiée sur l'une ou l'autre de ces pages. Donc, et ces pages sont affichées de façon en alternance. Les palettes, maintenant, il faut un petit peu de couleur. Comme je vous le disais, on n'utilisait pas des systèmes RVB pour représenter le monde, mais on utilisait des groupes de palettes. Et donc les palettes étaient précalculées, donc stockées dans le système d'assets, et ce qui nous permettait d'avoir à disposition des palettes et différents groupes de palettes, qui nous permettaient par exemple de faire des fondus, par exemple de faire du fondu au noir ou de changer de type de couleur d'affichage. Et chaque palette était constitué chaque groupe de palettes était constitué de 32 palettes de 16 couleurs. Les 16 couleurs étaient encodées en RGB 444. Pourquoi ? Parce que l'Amiga gérait ces couleurs sur 12 bits. Et en plus de ça, en plus des palettes RGB, donc
des 32 palettes de 16 couleurs qui étaient initialisées par du RGB, il y avait des palettes précalculées, notamment pour des machines qui n'avaient pas les capacités graphiques à l'époque, notamment on pense aux premiers PC avec les cartes graphiques EGA qui n'avaient pas les capacités RGB, par exemple de l'Amiga ou du VGA. Donc certaines palettes de couleurs étaient précalculées, donc avec des palettes et des index de couleurs que l'on pouvait aller piquer dans différentes palettes précalculées ou standards des cartes graphiques. Donc en gros, voici comment sont représentées en mémoire les palettes. Donc vous avez le premier sous-groupe avec 4 bits sur la gauche qui sont utilisés, puis les 3 fois 4 bits qui permettaient donc de définir la valeur RGB. Donc vous aviez 16 couleurs pour la palette 0, 16 couleurs pour la palette 1, 16 couleurs pour la palette 2, etc. jusqu'à la palette 31. Et donc ces palettes, c'est la machine virtuelle qui va dire, à un moment donné, j'ai besoin de changer de couleur, donc je vais aller chercher la palette et je vais la charger dans la carte graphique. Et quand on était sur un système d'affichage alternatif, quand on était sur une carte qui n'avait pas les capacités graphiques attendues, eh ben on allait charger donc ici un index de couleurs dans une palette standard, ou éventuellement on avait un équivalent RVB d'une palette alternative, ce qui nous permettait donc de pouvoir adresser quasiment tout type de hardware. Donc en gros, en image, ça c'est ce qui s'affichait sur un PC à l'époque avec une carte MCGA, donc 256 couleurs, avec la palette standard. La palette alternative, donc qui est un petit peu plus sombre, vous voyez, un petit peu plus contrastée. On pouvait afficher en VGA 16 couleurs, ça pique un peu les yeux. EGA 16, ça pique encore plus les yeux. Et vous pouviez afficher avec n'importe quel type de palette de couleurs. Et j'ai fait générer, par exemple, une palette pour le mode CGA 8 couleurs. Ça, c'est pour mon ami Sébastien Blanc, que je salue au passage, je l'embrasse, qui lui est fan des jeux de l'époque en CGA. Donc, je lui ai fait de l'Another World dans lequel il pouvait jouer en mode CGA. Voilà. Alors, il y a aussi des tricks qui sont utilisés, notamment la transparence. Lorsqu'un polygone qui est dessiné dans une couleur avait une valeur particulière, la valeur 16, en fait, on prenait la valeur du pixel qui était en dessous, sur lequel on faisait une opération de OU logique avec 8. Alors, pourquoi on faisait ça? C'était pour simuler la transparence. En image, voici ce que ça donne. Vous avez une scène sur laquelle on veut afficher un polygone dit transparent. Ce polygone, en fait, tout ce qui est en vert ici, on va aller chercher la valeur du pixel qui est en dessous, donc qui est une des valeurs ici en haut, donc de 0 à 7. Et en effectuant un OU logique avec cette valeur, ça permet de décaler de 8 valeurs après, et donc d'aller simuler de la transparence. Donc les palettes étaient précalculées de telle façon qu'on pouvait simuler la transparence sans faire d'opérations de compositing très compliquées. Ça, c'est plutôt malin, parce que ça coûte pas grand-chose de faire un OU logique. Et il y avait un système de masquage. Si la couleur d'un polygone était supérieure à 16, alors on allait chercher la couleur donc dans la page, la couleur derrière le polygone, et tout ce qui était ailleurs n'était pas rendu. Donc en image, voici ce que ça donne. Dans cette scène où vous avez le personnage là, qui est en train de rouler dans des galeries, en fait, ce polygone-là, en vert, il va aller chercher les valeurs dans une page particulière, donc il y a le labyrinthe, il va aller chercher les valeurs des pixels, et n'afficher que les valeurs de ces pixels, sauf le reste. Et donc, ce qui nous permet d'avoir un système de masquage. Là, on le voit, c'est un mais ça peut être un polygone de n'importe quel type. Donc ça permettait de faire un petit peu des zones un peu rondes, comme quand on se promène dans la nuit, des systèmes de phares, etc., etc. Donc ces deux techniques-là permettaient d'arriver à des effets graphiques qui étaient plutôt assez sympathiques pour l'époque. Le sous-système audio, de quoi ambiancer le jeu, évidemment, je vous parlais que c'était un sous-système audio PCM sur 4 pistes. Alors pourquoi 4 pistes? Parce qu'à l'époque, l'Amiga avait 4 pistes audio numériques gérées par un coprocesseur particulier qui s'appelait Pola. Et donc, ça permettait donc de pouvoir jouer des samples sur 4 pistes et d'avoir un mixage en temps réel. Donc, tout le système de jeu audio a été bâti sur le même principe. Alors, sur PC, on avait nos haut-parleurs qui faisaient bip-bip. Donc, on utilisait ce haut-parleur qui fait bip-bip et il y avait un mixeur logiciel qui jouait les 4 pistes en parallèle, qui faisait le mix et qui sortait ça sur le haut-parleur. Donc, ça consommait un peu de ressources, mais ça permettait d'avoir quand même des effets sonores qui étaient déjà digitalisés pour l'époque. À l'époque, on avait quand même, c'était les prémices des cartes son sur le PC. Et donc, ça permettait d'avoir une ambiance de jeu qui était quand même globalement convaincante. Donc, globalement, ce que va faire le bytecode, il va dire à un moment donné, je prends le son numéro tant et je vais le charger dans la piste 1. Après, le mixeur, lui, va jouer ce son. Et puis, plus loin, le bytecode va dire, je prends tel autre son et je le charge sur la piste 3, etc., etc. Voilà. Donc, et ça, c'est vrai pour et les effets sonores et la musique. Et justement, parlons de musique, comment était jouée la musique? Les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez des soundtrackers.
Voilà. Soundtracker est une façon de représenter la musique de façon très compacte, avec des patterns qui en général contiennent 64 notes, donc qui sont encodées, on va dire, au format anglais, C, B, tout ça, etc. Et en fait, chaque pattern va faire référence à un sample quelque part en mémoire. Et donc, on va jouer ces samples, différents patterns, et ces patterns, après, sont chaînés les uns avec les autres, et ce qui vous permet d'obtenir une musique. Et donc, il a utilisé à l'époque un tracker, Ultimate Sound Tracker. C'est un peu fort. Voilà ce que ça donne. Et donc, le jeu utilisait exactement la même technique, puisqu'il utilisait un sound tracker qui a permis de récupérer les musiques au format mode, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, tous les samples étaient chargés et donc permettaient de jouer la musique, notamment la séquence d'introduction, la séquence de fin, et il y a une séquence au milieu du jeu où il y a de la musique. Et puis, juste pour terminer rapidement, le sous-système d'entrée, c'est le plus simple des sous-systèmes, puisque, comme je vous le disais, ça permet d'interagir avec les AVM. On va aller lire le périphérique d'entrée, donc le clavier ou le joystick, ou le joypad, si on est sur une console, et d'aller, en fonction de ce que l'on lit, aller populer certaines valeurs particulières dans les registres à chaque tour de boucle, tout simplement. Et après, la machine virtuelle, elle, va lire de façon régulière, par exemple le thread 0, le thread 1, etc., va aller lire ces valeurs et prendre les décisions en conséquence. Je vais à gauche, je vais à droite, je saute, etc., etc. J'interromps le jeu. Voilà. Pour conclure, alors la big picture, c'est de se dire, à l'époque, il avait 22 ans quand il a imaginé ce jeu, il en avait 24 quand le jeu est sorti. En gros, c'est parti d'un truc, c'est j'ai une idée folle, juste fais-le. Et il faut dire qu'il a battu un travail à l'époque assez phénoménal pour arriver à un jeu qui est resté dans les annales, puisqu'on en parle encore aujourd'hui, un jeu vraiment culte. Et donc, c'est vraiment tout ça pour vous dire que c'était vraiment une architecture très élégante, assez novatrice pour l'époque, alors pas inédite, parce que d'autres jeux étaient basés un petit peu sur le même concept, mais assez novatrice. Très peu de jeux utilisaient ce genre de technique. Donc le fait d'avoir une machine virtuelle et quelque chose de très abouti d'un point de vue technique lui a permis de se concentrer vraiment sur la partie cinématographique, histoire du jeu. Et puis pourquoi parler de ça ? Ça permet aussi d'apprendre du passé. Aujourd'hui, on est confronté à des machines avec des gigahertz, des pétaoctets de mémoire, tout ça, etc. Et de voir qu'avec finalement très peu de ressources, on est capable de produire un jeu assez sympa. Et donc globalement, c'est aussi apprendre du passé, parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'adore les gros pixels, bientôt il n'y en aura plus, parce que les jeux aujourd'hui sont extrêmement léchés, évidemment, mais peut-être avec peut-être un peu moins d'âme, et puis ça permet aussi de pouvoir faire vivre et revivre un petit peu toute cette histoire vidéoludique. Et donc, le jeu, en vrai, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais passer, parce que je voulais vous faire une démo, mais je parle beaucoup trop. Et vous pouvez jouer au jeu le navigateur. Alors vous pourrez retrouver toutes les ressources, je vais vous en parler après. J'ai implémenté réimplémenté le jeu en C++. Il compile donc sur une machine Linux, etc. Mais il compile aussi avec Emscripton. Vous pouvez jouer sur le navigateur directement. Il est disponible sur mon site. Quelques références. Évidemment, le site d'Eric Chahi, sur lequel j'ai trouvé des informations assez intéressantes, sur la conception du jeu. Le dépôt de Grégory Montoire, qui est le premier à avoir reverse engineeré le jeu, il y a plus de 25 ans de ça, et qui a reverse engineeré l'intégralité de toutes les plateformes existantes. Voilà. Donc c'est une mine d'informations inépuisable, bien sûr, dont je me suis inspiré. Fabien Sanglard, qui a repris le travail de son acolyte, et donc qui en a fait un certain nombre de billets de blog, qui sont aussi très très instructifs, donc qui m'ont aussi permis d'avoir beaucoup d'informations sur le sujet, en plus des travaux de reverse engineering que j'ai fait. Donc allez le voir. Donc il a aussi créé sa propre version sur les travaux de Grégory Montoire. César Botana, qui a fait aussi une machine virtuelle en Rust, qui vous permet aussi d'avoir accès à voir un petit peu ce qui se passe dans la mémoire, dans le processeur, etc. Ma version de la machine virtuelle que j'ai réécrite cet été sur la table du mobil-home. Voilà. Et vous pouvez retrouver ici, à cette adresse, vous pouvez jouer directement en ligne sur mon site web. Et juste pour terminer, parce qu'il reste 1 minute, un petit peu de personal branding à propos de moi. Dans le civil, je suis CTO pour une boîte de développement logiciel. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement X, Blue Sky. Je fais du live Twitch en général tous les lundis et vous pouvez me retrouver sur YouTube.
mes dépôts Git, mon site personnel. Allez-y, faites-moi un petit coucou. N'hésitez pas à me demander des informations. Je réponds aux mails si vous voulez plus d'informations, etc. Et j'en ai terminé. Alors, je crois qu'on n'a pas trop le temps pour les questions. Une question peut-être, je ne sais pas. Oui ? Alors, ouais, il y a eu un gros travail de reverse engineering qui a été fait donc, par Grégory Montoire et Fabien Sanglard, dont évidemment je me suis inspiré, plus le travail que j'ai refait, parce que j'aime bien aussi comprendre comment fonctionnent les choses. Mais voilà, c'est un jeu, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose entre guillemets à découvrir, mais c'est extrêmement intéressant de voir comment ça a été conçu, notamment en décompilant soi-même les différentes versions. J'ai décompilé la version Amiga, j'ai décompilé la version DOS, qui, soit dit en passant, est une version, lorsqu'elle se lance, elle est comprimée et entre guillemets chiffrée en mémoire. Donc si vous décompilez l'exécutable, vous n'avez juste rien. Il faut le lancer en mémoire, décomprimer ce qu'il fait en mémoire, trouver l'algorithme, etc. Donc il y a des trucs assez sympas. Voilà. Et après, dans le fonctionnement, c'est effectivement analyser le fonctionnement. Mais toutes les ressources que j'ai citées tout à l'heure ont été évidemment un accélérateur sur ma compréhension de la machine virtuelle et de mon travail de rétro-ingénierie. Voilà. Et je crois qu'on en a fini. Sinon, je suis disponible à l'extérieur si vous voulez. Merci.